À son cabinet de travail, le gouverneur de province reçoit une délégation des émissaires du couple présidentiel conduite par Gaël Assougo. La 3e édition de Noël pour tous était au centre des échanges. La commune de Moabi abritera l'événement. Nous sommes en effet des émissaires du couple présidentiel dans le cadre de l'organisation de la 3e édition de Noël ensemble. Et donc pour cette édition, il était question de voir avec monsieur le gouverneur tous les axes d'organisation. Nous sommes venus porter le message du couple présidentiel. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef du gouvernement et de la Première Dame, à savoir qu'aucun enfant gabonais ne sera laissé de côté. Et donc, pour le cadre de cette 3e édition de Noël ensemble, nous irons vers les enfants de Moabi. Nous irons dans toute la province, mais principalement vers ceux de Moabi, parce que déjà l'année dernière, nous étions à Mayumba. Et donc là, nous irons à Moabi pour leur porter les lots qu'ont prévu le couple présidentiel. Cette audience accordée aux émissaires du couple présidentiel a fait place à une rencontre au cours de laquelle un comité d'organisation a été mis en place pour la réussite de cet événement organisé sous l'ère de la 5e République. Luvungi est à l'image des autres localités meurtries par les combats entre l'armée congolaise et les hommes du M23. Ces maisons détruites, ces carcasses de véhicules militaires ne sauraient faire oublier aux rescapés ses voisins, ses proches, ses nombreux civils tués dans les affrontements. Il y a eu de nombreux morts. Pas loin d'ici, j'ai vu un motocycliste devant moi. Une bombe est tombée juste devant lui et d'autres gens qui fuyaient. Ils sont tous morts. Près de 9 personnes sont également mortes à Sangué. Des gens sont morts à cause des bombes dont on ignorait d'où elles venaient, du M23 ou de l'armée congolaise. Après avoir fui la ville en début de semaine, Samuel a décidé de revenir à Luvungi ce samedi. Un cas parmi tant d'autres qui raconte ces mouvements de civils déplacés au gré des combats et de la confusion ambiante depuis l'avancée éclair du M23. C'est ainsi que dans la plaine de la Rusizi, sur cet axe Kamanyola-Uvira, emprunté par le groupe armé, des Congolais en fuite vers le Burundi voisin croisent ceux qui rentrent chez eux, faute d'avoir trouvé refuge dans un endroit sûr. Nous rentrons chez nous, car nous avons vu qu'à Sangué, nous allions mourir de faim. Voilà, donc nous avons décidé de rentrer chez nous, car il n'y a plus de combat à Luvungi. En fuyant cette guerre, j'ai perdu mes 3 sœurs. Je ne sais pas si elles sont mortes ou vivantes. Ma mère est allée les chercher de l'autre côté, au Burundi. À la confusion des civils, le M23 oppose ses certitudes. Depuis sa prise stratégique d'Uvira, le groupe armé n'hésite plus à menacer de poursuivre son offensive plus en profondeur, par exemple vers la riche région congolaise du Katanga. Le Katanga, ce n'est qu'une province comme tous les autres. On peut aller au Kasaï central s'il le faut. Nous pouvons aller à Mbujimaï ou à Kananga. S'il y a des problèmes là-bas, nous y allons pour les arrêter. Nous voulons arrêter Tshisekedi et sa bande de copains qui sont en train de piller ce pays. Nous allons l'arrêter par la force s'il le faut. Faut-il y voir un coup de communication pour forcer le destin? Depuis l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé le 4 décembre à Washington, les États-Unis mettent la pression sur Kigali, désigné comme le principal soutien du M23 par l'administration de Donald Trump. Ce samedi encore, dans ce message publié sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a promis de répondre à la claire violation de l'accord par le Rwanda. Ces civils congolais arrivent à pied à la frontière. Côté rwandais, des bus les attendent pour les emmener vers un camp de déplacés. La plupart viennent de Kamanyola, à 5 km à peine, où les combats ne cessent pas. Les bombes explosaient au-dessus des maisons. Les enfants meurent, les parents aussi. On nous a demandé de rester enfermés dans les maisons, mais cela nous a semblé impossible. Il y a au moins plus de 10 000 ménages maintenant déplacés internes. Ils sont dans des brousses, dans des caniveaux. Et les autres, au moins plus de 500 familles qui se sont réfugiées pour le moment et dans le pays voisin, dans la commune voisine de Bugarama. Impossible de rester chez eux à Kamanyola, la localité stratégique
Théâtre d'affrontements violents entre le M23 et les forces armées congolaises. À Sangué, une quarantaine de blessés sont arrivés la veille dans cet hôpital. Alors qu'elle fuyait sa ville, cette femme a été touchée par un éclat d'obus. Ceux qui étaient devant et derrière nous n'ont pas été atteints, mais nous, au milieu, avons été touchés par les bombes successives. Des gens ont commencé à tomber, d'autres sont morts sur le coup. J'ai été blessée, je pensais être la seule, mais mon enfant, qui était sur mon dos, a lui aussi été touché. 6 morts ont été comptabilisés, dont un enfant de moins de 2 ans. L'accord de paix, signé jeudi à Washington, n'a pour l'instant eu aucun effet. Les combats semblent au contraire s'intensifier et se rapprocher d'Uvira, dernière grande ville du Sud Kivu, a échappé au contrôle du M23, soutenu par le Rwanda. Un retrait, oui, mais sous condition, dit le M23. Non au départ des libérateurs, disent ses habitants autorisés pour l'occasion à défiler jusqu'à la mairie, nouvelle place forte du mouvement rebelle dans le Sud Kivu. Depuis qu'ils sont entrés ici, voilà une semaine, nous n'avons entendu aucun bruit de balles. Les gens dorment bien, les activités ont repris, les bus quittent Uvira jusqu'à Bukavu. Revendiquer le retour à une vie normale depuis 6 jours, après les plus de 70 morts et 200 000 déplacés selon l'ONU, la crainte affichée, même si l'une des conditions du M23 avant tout départ est d'obtenir la garantie que la sécurité des habitants sera bien assurée. Nous avons beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les éléments de la FCM 23, alors si nous voyons qu'ils partent, nous n'allons pas rester. Il faudra que l'on parte avec eux. Autre condition posée par le M23, la démilitarisation de la ville et le déploiement d'une force qualifiée de neutre. Les manifestants contestent les pressions américaines à l'origine de cette annonce de retrait unilatéral, comme le précise le texte, présenté comme une mesure de confiance en soutien au processus de Doha. À Kinshasa, on demande des faits et surtout le respect de la souveraineté de l'État congolais. Un retrait assorti de conditions ne peut en aucun cas remettre en cause la souveraineté de l'État congolais. Aucun groupe armé n'a qualité pour imposer des exigences politiques ou sécuritaires à la RDC. Et d'ajouter que si les initiatives de Doha et de Washington sont importantes, elles doivent avant tout mener, je cite, à la cessation des hostilités et au désarmement des groupes armés. Ni les chavirements fréquents de pirogues sur le Tanganyika, ni les dizaines de milliers de francs congolais que coûte la traversée ne les ont dissuadés. Depuis plusieurs jours, à bord de ces embarcations précaires, ils arrivent par centaines de ce côté-ci du Grand Lac, du côté burundais. Pas question pour ces réfugiés de rester un jour de plus côté congolais, où les hommes de l'AFCM 23 poursuivent leur avancée. Nous avons fui les M23. Nous avons quitté Souima à cause de la guerre. Il y avait trop de problèmes. Partis sans se retourner, sans avoir le temps de penser au jour d'après, ces réfugiés congolais ont fui pour certains avec les affaires d'une vie. Après plusieurs jours de marche, depuis leur village, plusieurs nuits passées en brousse, la première nécessité pour eux ici, c'est de manger. Sur la plage, chacun improvise un repas, à base de manioc, pendant que les enfants se remettent de la traversée du Tanganyika. Parmi eux, les humanitaires du HCR, le commissariat onusien dédié aux réfugiés, qui tentent de conserver ici un visage serein malgré cet afflux massif et le manque de moyens. Quand elles arrivent ici, elles sont totalement démunies et n'ont rien. Nous sommes en train d'essayer de transférer rapidement ces personnes, de les relocaliser sur le site de Makombe, à Rumongue, où ils peuvent recevoir une assistance beaucoup plus structurée. Mais même Makombe va être saturé très rapidement. Saturé, le mot est faible. 2000 ici à Rumongue, plus de 10 000 en début de semaine dernière à Gatumba, sur la rive nord du Tanganyika. D'après le HCR, entre le 5 et le 11 décembre, c'est plus de 40 000 Congolais qui ont franchi la frontière burundaise avant d'être accueillis dans des sites de transit comme ici, en commune de Bukinanyana, en attendant leur transfert vers des camps de réfugiés mieux équipés, comme celui de Bweru, environ 200 km plus à l'est. Au marché de Wakam, Adama Khan, mère de 4 enfants, fait ses courses pour préparer le thieboudienne, le traditionnel riz au poisson sénégalais.
De la sardinelle, il y en a? Ça coûte combien? 1 à 250, c'est cher. Avant, en plus d'un gros poisson comme le mérou, cette Dakaroise ajoutait systématiquement à son tiep de la sardinelle ou yaboy en wolof. Ce n'est plus le cas. Avant, il y avait d'autres qualités de yaboy. Plus gros, plus long, mais c'est devenu rare. On ne voit que ça. Et ça coûte 250 francs. Il y avait des tas à 100 francs, presque 10 yaboy à 100 francs. Toujours à Ouakam, à la plage de la mosquée de la Divinité. Badar Angom est pêcheur depuis plus de 10 ans. Lui aussi constate la raréfaction de la sardinelle, autrefois très abondante. Ce poisson, jadis bon marché, était à la base du régime alimentaire de nombreuses familles, notamment les plus modestes. De 6 heures jusqu'à maintenant, c'est tout ce que l'on a pêché. Ce n'est pas grand-chose. Avant, on trouvait beaucoup de sardinelles, on en donnait gratuitement, mais maintenant, on n'en trouve plus. Selon la revue scientifique Marine Policy, la consommation de petits poissons, importante source de protéines, a été divisée par 2 au Sénégal en 10 ans. Pour Mamadou Sarr, coordonnateur des conseils locaux de pêche artisanale, les responsabilités sont partagées. Il indexe la pêche artisanale, la pêche industrielle, mais aussi la présence des usines de farine de poisson qui transforment les petits pélagiques en farine destinée à l'aquaculture et à l'exportation. Il y a un manque de poissons, il ne faut pas qu'il nous pousse à avoir ces usines et prendre du poisson que les gens doivent consommer, ou bien prendre du poisson qui devait grandir. Ça a poussé à certains pêcheurs dans certaines localités à aller pêcher ces souvenirs pour les vendre à ces gens-là. Mamadou Sarr appelle à une meilleure régulation du secteur, afin que les usines ne transforment plus que des déchets de poissons et non du poisson frais. Le Sénégal compte aujourd'hui 6 usines de farine de poisson, contre 11 en 2018. À la sortie de la salle d'audience, un sentiment commun, celui d'avoir vécu un procès historique. Le Congolais Roger Lumbala, ancien chef de guerre, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour les avocats, c'est une avancée majeure pour les victimes, même 23 ans après les faits. Le but était de faire rentrer la réalité de la République démocratique du Congo dans cette salle d'audience, ce qui était assez rare. Elles l'ont fait avec beaucoup de dignité, avec un haut sens moral. Elles ont regardé les juges dans les yeux pour leur expliquer ce qui s'était passé et je les ai senties plutôt soulagées après avoir fait tout ce chemin pour venir ici. Et il y en a même une qui nous a dit « ça y est, on est enfin pris pour des êtres humains ». On sait tous que le viol a été utilisé comme une arme de guerre dans le cadre de ce conflit et je crois que le fait que la Cour d'assises ait pris le soin de préciser ces crimes sexuels dont Roger Lumbala s'est rendu coupable par aide ou assistance, enfin au titre de la complicité, c'est extrêmement important et c'est très fort. Les victimes ressentent elles aussi une forme de soulagement, surtout en ayant vu Roger Lumbala face à elles. J'entendais parler de lui et j'avais vu seulement ses troupes lors de l'opération Effacer les tableaux et que vraiment j'avais envie de le voir puisque lors de cette opération mon père a été abattu comme un animal. Alors je m'imaginais, est-ce que c'est une personne comme nous autres? D'après tout ce que nous avons vécu, au moins pour la première fois, c'est une façon aussi de mettre fin à l'impunité. Mais aussi c'est un signal fort pour d'autres seigneurs de guerre qui pensent qu'il n'y a pas une justice. Lumbala a assisté au verdict, sa première apparition depuis l'ouverture du procès. Il avait, jusque-là, toujours refusé d'écouter les victimes. Il a désormais 10 jours pour faire appel de la décision de justice. Selon ces éléments révélés par la presse, la très grande majorité des Kenyans enrôlés par l'armée russe n'a pas de formation militaire. Certains se trouvent dans le camp d'entraînement de Wagner à Istra, d'autres à Belgorod, ville frontalière de l'Ukraine. L'ambassadeur kényan s'inquiète que des agences de recrutement puissent si facilement pousser des Kenyans à les suivre aveuglément. Il demande à ce qu'une campagne de sensibilisation ait lieu ici au Kenya. Souvent contactés via WhatsApp, des recrues pensaient obtenir des postes de boucher, de chauffeur ou d'autres petits boulots. Il faut dire que depuis son accès au pouvoir en 2022, le président William Ruto a fait de l'exportation de la main-d'œuvre kenyane une priorité pour lutter contre le chômage des jeunes. Et certaines des recrues pensaient voyager dans ce cadre. Début décembre, des sénateurs ont accusé directement des membres du gouvernement ainsi que des députés d'être derrière certains des recrutements opaques.
Outre l'enrôlement dans l'armée russe, d'autres cas d'exploitation ont été révélés, comme en Birmanie, d'où près d'une centaine de Kenyans ont été rapatriés après des cas d'abus. Après plusieurs jours de garde à vue à la brigade économique et financière, 31 personnes ont comparu devant le parquet spécial de la Criette de lundi soir jusqu'au petit matin. Parmi elles, 30 militaires et un civil. Les mises en cause ont été inculpées pour des faits graves, notamment trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l'État. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et resteront en détention provisoire dans l'attente de la suite de l'enquête. Le dossier est désormais renvoyé devant la commission d'instruction chargée de poursuivre les investigations et de fixer la date du procès. Le principal suspect, présenté comme le chef du groupe, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, demeure en fuite, tout comme d'autres membres présumés du réseau. Par ailleurs, Chabi Yahi, fils de l'ancien président Thomas Boni Yahi et cadre du parti d'opposition Les Démocrates, a été remis en liberté dans la nuit après son audition par la police judiciaire. Sa garde à vue a été levée, mais il reste poursuivi dans ce dossier et devra se présenter de nouveau devant les enquêteurs jeudi, selon des sources judiciaires. Ni dans son attitude ou sa manière de parler pendant l'interview, Samaïla Livinus n'a voulu laisser transparaître la détresse psychologique dans laquelle il vit depuis 2 semaines. Son fils, âgé de 5 ans, fait partie des quelques 300 élèves de l'école Sainte-Marie enlevés le 21 novembre. Gardant pour lui sa douleur, il veut rester fort pour ses autres enfants qui demandent chaque jour des nouvelles de leurs frères, pour sa femme qui est restée plusieurs jours sans manger. Si vous apprenez sa mort, vous comprenez que cette personne est décédée, alors vous l'enterrez. Vous comprenez que cette personne n'est plus là. Mais là, vous ne savez pas ce que cet enfant traverse. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a pris son bain? Vous voyez? En plus, mon fils est sous traitement médical. Dans les villages autour de l'établissement, les parents traumatisés se comptent par dizaines. Et la visite du conseiller national à la sécurité en début de semaine n'a rien changé, ou presque, comme l'explique cette journaliste locale. Lorsque l'enlèvement des filles de Chibok a éclaté en 2014, c'était encore tout récent pour les Nigérians. Quelque chose de très nouveau qu'on ne comprenait pas vraiment. Pour le Nigérian moyen, le mot même d'enlèvement n'existe pas dans son vocabulaire. Si beaucoup de ses parents trouvent du réconfort et gardent espoir grâce à la religion, ils comptent aussi sur ces groupes d'autodéfense. Ils constituent la première ligne face aux groupes criminels à l'origine des enlèvements et qui se financent grâce aux rançons. Dans l'État du Niger, quelques 50 000 volontaires sont ainsi déployés dans plus d'une vingtaine de zones. Si vous regardez les cibles faciles du banditisme dans l'État du Niger aujourd'hui, ce sont les zones rurales, reculées, où nous n'avons pas de force de police, ni de force militaire, ni de services de sécurité d'État. Heureusement que nous avons des groupes d'autodéfense locaux volontaires pour protéger les vies et les biens des habitants. Mais face à ceux qu'on appelle ici les bandits, ces groupes de volontaires peuvent-ils remplacer des forces armées professionnelles? À Sainte-Marie, il y a 2 semaines, l'école était bel et bien protégée par des gardiens, bénévoles mais non armés, qui ont fui à l'arrivée des assaillants.